Ouais, la philo, je révise pas. Je vais juste lire quelques citations avant l'épreuve et j'arriverai à me débrouiller en disant ce que je pense sans trop dire que je pense vraiment ça. Non, Abdelrahman Dafri. Je vais forcément relire des citations avant, regarder quelques théories d'auteurs, mais c'est plus de l'improvisation pour moi la philo. Oh, ça va, je me sens confiant, on va dire ça comme ça. J'ai repris le peu de cours que j'avais. Je me suis un peu aidée de Internet. Moi, je fais des fiches et je relis plusieurs fois pour essayer de comprendre et apprendre. Je m'y prends un petit peu au dernier moment, effectivement, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors moi je suis en S, donc j'ai décidé de faire une impasse assez générale sur la philo. C'est au feeling, à l'instinct. Fais ton devoir, petit homme. Il y a un moment où je pense qu'on peut plus. Moi, j'ai fait du bourrage de crâne toute la semaine. C'est pas maintenant que je vais apprendre tout. Ça se révise pas, ça. La philo, c'est soit on sait faire, soit on sait pas faire. No, God! No, God, please, no! 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 Bon bah bonjour à tous, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Attention, ça va être une vidéo extraordinaire aujourd'hui avec une séance unboxing sujet du bac. Donc pour m'accompagner, j'aurai mes deux collègues. Je vous laisse vous présenter, hein, vous vous démerdez. Pierre, donc prof de philo depuis déjà... Vous me dites pas où t'es, hein, parce qu'on sait jamais, tu pourrais te faire casser la gueule quoi. Ouais, donc voilà, on va simplement dire que je suis prof depuis un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, ça passe. Et Maëlle, tout pareil. Ok, donc le but c'est, on va passer en revue les sujets du bac, hein, les uns après les autres. Donc on va aller coefficient décroissant à coefficient croissant. Donc on va commencer par la série techno et on va finir avec les L, hein. Alors par contre, je pense qu'on est tous d'accord, le sujet STHR, on le fait pas. On est d'accord. Voilà, d'accord. Désolé pour les bacs STHR, hein. On est désolé. Donc on va commencer par la série techno. Donc le but, c'est on fait un petit débriefing ressenti, qu'est-ce qu'on a pensé des sujets. Donc on va essayer de pas faire plus de 5-10 minutes par sujet, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, alors après bien sûr on est tous d'accord, hein, ce qu'on va dire est purement subjectif, mais en même temps on n'a pas besoin de le dire, mais on le dit quand même au cas où. Voilà, hein, Disclaimer. Voilà, ça n'engage que nous. Donc voilà, donc on va commencer par les sujets de série techno. Donc, premier sujet, l'expérience peut-elle être trompeuse? Maëlle, allez, tu commences. Alors, bien entendu, il aura fallu distinguer le sens commun de la notion d'expérience de son sens philosophique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats qui vont traiter l'expérience au sens de avoir de l'expérience dans son travail, avoir de l'expérience dans une activité, etc., la répétition d'habitudes, blablabla, alors qu'il fallait aller aussi vers le sens de expérience comme au sens d'expérience sensible, bien sûr, et voir à quel point l'expérience sensible peut nous tromper. Alors je rappelle que Maëlle a comme travers d'être spécialiste en phénoménologie, hein, du coup c'est normal que ça lui tienne à cœur, hein. Pierre, toi t'en as pensé quoi? Ouais, ben un petit peu déjà la même chose, c'est-à-dire pas s'en tenir, même si c'est pas interdit d'en parler un tout petit peu, mais au sens de voilà, un homme d'expérience ou voilà, c'est et peut-être aussi penser à l'expérience au sens éventuellement scientifique du terme. On peut aller jusqu'à se dire pourquoi pas, est-ce que un scientifique qui fait telle ou telle expérience, même si c'est vrai que c'est au singulier, donc peut ou pas se rapprocher de la vérité. Et en tout cas, est-ce que l'expérience, c'est vraiment une garantie? Parce qu'on parle de la notion d'expérience, mais aussi il y a la notion d'erreur, et la notion d'erreur, elle est à relier malgré tout à celle de vérité. Et c'est vrai que ça... Les personnes qui auront déjà vu ce lien, qui l'auront un petit peu interrogé... Après, voilà, faut qu'il y ait du temps qui a été passé sur l'expérience scientifique, parce que après voilà, c'est série techno, après c'est un sujet qui est classique, hein, oui. Y a rien de surprenant, je pense que c'est un sujet qui est largement faisable par les élèves, enfin il n'est pas surprenant, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Il sera faisable par les élèves qui auront bien étudié leur cours, parce que ceux qui n'auront rien fait, qui n'auront pas étudié leur cours sur la vérité, qui seront pas capables de faire la distinction entre expérience et démonstration par exemple, ils vont galérer quand même. Voilà, bon alors en même temps, voilà, on n'est pas là pour être langue de bois, hein, on dit les choses comme elles sont. Donc voilà, alors moi j'ai pas de série techno, vous en avez eu, hein, mais moi je pense effectivement comme vous, hein, vous avez un peu rappelé les bases pour traiter le sujet, et qu'en plus,
bon, c'est un sujet qui est largement traitable par ces séries techno. Alors on passe au deuxième sujet, moi que vous avez des choses à rajouter. Alors, moi j'ai pas d'autres choses par rapport à Pas spécialement. Alors, deuxième sujet, là je crois que Pierre, t'as des trucs à dire. Peut-on maîtriser le développement technique? Alors là aussi, sans langue de bois, ce qui pouvait être surprenant, c'est que dans les notions qu'on nous demande d'examiner, qui ne sont pas forcément des chapitres, mais qui sont théoriquement, c'est vrai que c'est l'art et la technique. Et donc là, ça pouvait être surprenant. Alors moi, ça m'avait bien arrangé de proposer un sujet comme ça pendant l'année. Donc je parle même pas par rapport spécialement à mes élèves, mais de manière générale, je peux tout à fait concevoir qu'un prof axe, puisque c'est ce qu'on nous demande, son cours sur le rapport art et technique, et finalement, comme on l'avait dit d'autres fois entre nous sur des sujets sur l'art exclusivement, c'est vrai qu'un sujet sur la technique exclusivement et pas sur le rapport entre les deux notions peut être un peu piégeux pour les candidats, ou même carrément un candidat pas trop voir ce qui est attendu de lui sur ce sujet au vu de ce qu'il a entendu pendant l'année. Oui, d'autant plus que en tant que prof de techno, si on prend le temps de traiter la question de la technique de manière isolée, c'est-à-dire pas dans le couple de notions art et technique, finalement on va traiter la technique comme maîtrise de la nature. Voilà. On va parler peut-être de la maîtrise de l'objet technique, de l'outil, mais on va peut-être pas aller quand même jusqu'à la maîtrise du développement technique. La maîtrise de l'outil technique n'est pas la maîtrise du développement technique, ce qui implique de penser l'idée de progrès. Alors certes, l'idée de progrès se trouve dans d'autres matières, par exemple dans les langues, etc., mais bon, on n'est pas traité de manière philosophique, donc sujet difficile pour les technos. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est que pour le coup, ils vont être obligés de pas réciter le cours. Donc on va pas tomber sur des copies qui récitent le cours, alors si elles récitent le cours, elles se plantent d'office. Ça va nécessiter d'appuyer avec leurs concepts à eux, un truc qu'ils n'ont pas forcément traité et les forcer à réfléchir. Mais bon, on est sur des séries techno, quoi. C'est-à-dire que on est quand même sur un CoF2, sur une épreuve de 4 heures qui est trop longue pour eux. Voilà, enfin, je pense qu'on est tous d'accord par rapport au format de l'épreuve déjà qui est un peu absurde. Pour moi, ce qui va être valorisé dans ce sujet, ça va être les élèves qui vont vraiment analyser les termes du sujet, c'est-à-dire qu'ils vont prendre au sérieux le terme de développement technique. Mais ça, voilà, ça nécessite quand même qu'il y ait une culture philosophique et que la notion ait été traitée, on va dire, de manière un peu plus isolée, quoi. Donc sujet un peu bizarre, quoi. Sujet intéressant, mais en fait plus un sujet de série générale, quoi. Oui, ça aurait été super pertinent, je sais pas, en ES par exemple, où en plus il y a j'ai pas de ES cette année, mais c'est vrai qu'il y a l'histoire, il y a des perspectives qui peuvent permettre de, ou en L évidemment, mais qui peuvent permettre de justement bien problématiser. Là, c'est un peu plus dur. Après, c'est un sujet un peu dans l'air du temps néanmoins, avec quand même cette idée de développement technique, développement durable, peut-être que... qui peut être intéressant pour des séries comme les séries STI 2D, sur ces techniques des industries et du développement durable. Donc, s'ils peuvent faire de l'interdisciplinarité, ce sera intéressant. Après, mais en fait, moi, ce qui me gêne finalement par rapport à ce que vous dites, moi je suis super d'accord, c'est super bien que les élèves puissent réfléchir au sujet par rapport à faire de l'interdisciplinarité. Mais du coup, c'est quand même une épreuve de philo, quoi. Du coup, s'ils ont rien de culture philosophique pour traiter le sujet, ça va être un peu gênant. Enfin, ça va être compliqué, Ça va être compliqué pour eux, et on s'interroge sur la crédibilité de la discipline. Ça va être compliqué, et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui aient fait du Simondon ou qui aient fait la barbarie de Michel Henry avec leur série techno, quoi. Donc, bon, en espérant qu'ils s'en sortent. Je rappelle que ça n'engage que nous, on ne fait pas du tout contre ceux qui font les sujets. Mais d'ailleurs, on aura quelques mots à leur dire plus tard. Ceux qui les font et ceux qui les valident, parce que c'est faut toujours le proposer, mais après. Alors, dernier sujet, le fameux sujet texte, parce que je rappelle pour les novices que c'est pas des explications de texte, c'est des sujets texte guidés avec des questions. Donc moi j'ai pas regardé exactement, j'avais pas de série techno et je corrige pas le bac techno, du coup je sais pas du tout ce qu'on fait comme question, mais on parle juste du texte ou vous voulez parler de la mini question de fin, mini disserte non identifiée
En réalité, c'est toujours un exercice un petit peu hybride, puisque en fait, les enseignants n'ont pas de consignes très précises sur la méthode que les candidats doivent employer, c'est-à-dire qu'ils peuvent traiter les questions de manière tout à fait isolée ou s'en servir comme guide et comme repère pour faire une rédaction qui est unique. Voilà. Avec une consigne qui est très floue. Ouais. Même sur l'intitulé du sujet, on sent que vraiment je pense que les concepteurs de la consigne ont essayé vraiment de trouver un truc qui fasse précis si on le lit vite, mais en fait c'est pas du tout, quand on analyse c'est pas très précis. Donc en fait, ce qu'on attend en fait de la part des élèves, c'est ni plus ni moins que les mêmes qualités qu'il y a en dissertation, c'est-à-dire être capable de problématiser une question. Et être capable d'argumenter. Et alors le texte en lui-même, comme je vous ai donné la parole avant, alors je la prends pour le coup. En plus, je vous avoue, pour ceux qui me connaissent, Montesquieu c'est un peu mon dada. Donc c'est un texte de Montesquieu, donc moi je trouve que c'est un texte qui est très bien, mais qui peut être un peu difficile. C'est-à-dire qu'on en parlait avant le début de l'enregistrement avec Maël. Le problème c'est que les élèves se focalisent sur la fin. C'est-à-dire l'idée que la liberté n'existe que parce qu'il y a des lois et quand il n'y a plus de lois c'est le bordel, et de négliger l'ensemble du texte. Parce qu'il y a quand même des passages, Montesquieu c'est pas un auteur si facile que ça, alors à lire c'est limpide, mais après à analyser quand on va dans le détail. Alors j'avais lu, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. Déjà cette phrase elle est costaude parce que faire ce que l'on doit vouloir, il y a la notion de devoir, notion de vouloir. On parle de la démocratie en sachant qu'il y a toute cette idée de devoir démocratique chez Montesquieu, ce qu'il appelle la vertu comme principe de fonctionnement. Donc là je pense que l'on doit vouloir ça va passer à la trappe. Et n'être point contraint à faire ce que l'on ne doit pas vouloir. Et alors là, la phrase est pareil, elle est assez compliquée. Oui, déjà peu d'élèves vont remarquer l'oxymore entre devoir et vouloir. Finalement, ça va être difficile. Et on risque d'être conduit, comme c'est arrivé d'autres fois, à mettre, parce qu'on va pas non plus cartonner les élèves là-dessus, j'imagine, mais attention, faut pas révéler les secrets de cuisine. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas forcément mettre de mauvaises notes, mais on peut se demander si effectivement un élève peut comprendre toutes les subtilités du texte, et pour autant, même s'il n'a pas compris toutes les subtilités du texte, ça sera pas forcément disqualifiant, ce qui pose malgré tout là aussi la question du choix du texte. Oui, et d'autant plus que c'est un texte qui va pousser les élèves à plaquer sur le texte des connaissances approximatives, je précise bien qu'ils auraient par exemple sur Hobbes, en faisant de ce texte de Montesquieu une paraphrase d'une mauvaise compréhension de Hobbes. Après, là on va vraiment aller dans le détail, mais il y a l'idée que chez Hobbes justement la liberté n'existe que à travers le cadre des lois. Moi déjà un élève qui voit ça, qui a retenu Hobbes, qui fait le lien avec Montesquieu et qui fait le lien avec finalement ce qui est le fondement du libéralisme, déjà moi je dis bravo parce que là on est dans une conception. Ils vont pas faire ça. C'est-à-dire faut pas faire ça. Non, ils vont pas. Ils vont pas faire ça. Parce qu'on a quand même là une conception de la liberté négative, déjà je pense qu'on valorisera les élèves qui parleront de cette notion-là. Et on peut dire quand même que la question 3, de ce fait, c'est quoi la question 3 C'était sur le rapport loi et liberté justement. Peut-être faciliter, de manière un peu piégeuse d'une certaine manière, mais faciliter malgré tout la compréhension de cet aspect-là du texte. Oui. Après, ce qu'on va forcément valoriser, c'est un élève qui aura vu le déplacement de la définition de la notion de liberté par rapport à la définition commune ou doxique de la liberté. Donc après le texte, je trouve qu'il est abordable. Il est un peu complexe dans son début. Je pense que ce qui va être valorisé, c'est surtout la fin en fait. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que la notion, à un moment, il y a une distinction entre l'indépendance et la liberté. Là, je pense qu'on va valoriser les élèves, en tout cas, qui vont essayer de faire cette distinction-là. C'est-à-dire que les élèves qui vont essayer d'aller dans le détail, qui vont essayer d'isoler les concepts et qui vont, à mon avis, bien comprendre la fin, je pense que c'est ces élèves-là qu'on va valoriser. Le problème, ce que tu disais tout à l'heure aussi, Maël, c'est que comme le texte est court, et que d'habitude les élèves prennent le texte parce qu'ils n'ont pas travaillé et qu'ils veulent juste paraphraser, ils n'ont pas grand-chose, quoi. Oui,
c'est-à-dire que là, ils vont être quand même obligés de faire référence à des connaissances sur la notion de la justice et les lois, la liberté, sinon ils vont tourner en rond. Voilà, du coup, c'est peut-être pas plus mal un texte Et court comme c'est ça. ce que j'allais dire, c'est que d'une certaine manière, ça va valoriser les élèves qui ont malgré tout, qui prennent le texte parce que peut-être ils se sentent pas de faire une disserte ou parce que le texte leur plaît, ou etc. Et qui ont malgré tout un peu travaillé et qui essayent d'expliquer. Contrairement à cet exercice un peu refuge, parce que plus le texte est long finalement, plus la paraphrase est facile et du coup l'explication on la voit pas tout le temps. Tandis que là, c'est dur de paraphraser et de faire une copie, on va dire, qui apporte quelque chose et que le correcteur, je sais pas, ne le voit pas ou enfin ça va sauter aux yeux là. Mais en plus, enfin. Je rebondis sur ce que tu voulais dire. Moi, je suis un élève de série techno, j'ai 2 heures. Moi, je comprends qu'on aille se réfugier dans le texte et qu'on ait du mal à faire une dissertation en sachant qu'on n'aura pas eu on peut pas dire qu'on puisse avoir un entraînement correct de dissertation en 2 heures, quoi. Là, je sais pas vous, moi, il me faut 2-3 heures pour faire une méthode de disserte. C'est-à-dire qu'on passe 1 semaine et demie à faire de la méthode et voilà, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver à c'est pas forcément que l'exercice soit impossible, mais j'ai pas dit qu'il était impossible, mais c'est quand même difficile. C'est difficile et surtout on peut se demander. Enfin moi c'est ce que je me demande depuis. J'ai toujours eu des séries technologiques et ce que je me demande c'est finalement qu'est-ce que je leur apporte au sens où j'ai l'impression que quasiment sans méthodologie certains partiraient très bien sur ce qu'il faut faire et d'autres non. Et après les rectifications se font vraiment à la marge. Alors qu'à la limite sur un texte je peux un peu mieux comprendre ce que je leur apporte. Personnellement, moi, la méthodologie en série techno, je l'axe vraiment très très fortement sur la problématisation. C'est-à-dire être capable de se détacher de la doxa. Être capable de se détacher de sa propre opinion. Déjà, s'ils arrivent à faire ça en fin d'année, pas que les élèves de série techno soient moins bons, moins intelligents, mais ils ont moins d'heures. Ils ont moins d'heures. Oui, c'est ça. C'est pas une question de... Voilà, c'est pas du tout une question de qualité intrinsèque des personnes. Mais s'ils réussissent à faire ça, à problématiser un sujet en ayant eu 2 heures de philo par semaine, c'est déjà vachement chouette. Et en essayant de montrer qu'ils ont eu 2 heures de philo par semaine. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Mais à part ce sujet sur la technique qui était un peu bizarre, globalement on est assez content, quoi. Vous êtes content, moi j'ai pas de série techno, mais c'est pas des sujets qui vont nous faire ne pas dormir la nuit pour nos élèves. Oui, c'est pas sûr. C'est pas non plus. Ok. Bon, allez, on passe à la suite. Donc les sujets d'ES. Alors, sujet 1, le désir est-il la marque de notre imperfection ? Alors, que j'ai commencé à corriger. globalement, enfin, moi j'aimerais dire quand même que globalement, avant qu'on fasse le débrief sur les 3 sujets, les S ont eu les meilleurs sujets. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'ils ont eu les meilleurs, enfin, dans les 2 sujets de disserte, ils sont faisables, on verra ça ensemble, ils sont faisables, sont intéressants, sont classiques, mais avec une certaine marge de manœuvre pour pouvoir ne pas rester le cours et faire quelque chose d'intéressant. Bon, c'est toujours marrant les profs qui disent ouais, on peut faire un truc intéressant alors que l'élève il y a 4 ans et que bon, voilà, c'est comme les gars c'est comme les profs quand on faisait nos concours blancs qui disaient oh, vous avez eu ça, c'est un très beau sujet, alors qu'on vient de passer 7 heures. Sujet. Mais même si c'est des gens qu'on adore, on a envie de les insulter. Et on leur envoie une haine absolument sur le moment. Donc voilà, en termes de sujet de dissert, c'était bien. Le texte, il est cool, il est vraiment intéressant, il est faisable, il est compréhensible. Il y a une vraie progression pour ceux dans le texte qui travailleront dans le détail, c'est vraiment intéressant. Et ils n'avaient pas besoin, là, pour le coup, de beaucoup d'éléments extérieurs. La logique du texte, déjà, s'ils prennent le temps de la restituer, c'est... Donc petite médaille d'or de ce texte-là. Voilà. Donc allez, on va passer au sujet dans le détail. Donc sujet 1, le désir est-il la marque de notre imperfection ? C'est classique. C'est classique et en plus, Vas-y. Je trouve que c'est un sujet qui est très lourd d'histoire de la philosophie, puisqu'il y a presque même un petit côté théologique derrière ça. Quand on parle non, mais c'est vrai. Quand on parle d'imperfection, forcément on a dans l'idée la perfection qui serait Dieu, qui serait autosuffisant, qui serait plein, qui n'aurait pas de désir donc, alors que l'homme c'est l'être déchu sur terre. On pense là à Adam, aux fruits, bref, peut-être que je délire, mais... Non, mais du coup ça nous renvoie à des auteurs qu'ils ont peut-être vus en cours comme Pascal ou
En fait, le sujet est totalement pascalien, en fait. C'est pascalien, voire même on peut penser au mythe des androgynes du banquet. Enfin, il y a plein de choses qui. Voilà, c'est Platon, Pascal. Enfin voilà, c'est un sujet qui appelle vraiment aux références classiques. C'est Kant aussi, hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les toutes premières copies, voilà, c'est l'unboxing des sujets des toutes premières copies. Ouais. Je me sens un peu coupable de dire que j'en ai lu quelques-unes, mais non, sérieusement, c'est vrai qu'on voit d'ailleurs des références à plus ou moins maîtriser, mais Adam et Ève, etc. Et voilà. Alors c'est peut-être juste la petite chose qui va faire la différence aussi, c'est ceux qui seront malgré tout interrogés, qui n'auront pas simplement dire est-ce que le désir ça permet d'être heureux, parce que on peut aussi partir vraiment là-dedans. Associer bonheur et perfection. Voilà. C'est ça le problème, alors que c'est notre imperfection. Et c'est un peu gênant, et d'autant plus si c'est pas du tout explicité. À la limite, si c'est justifié, qu'on essaye d'expliquer l'accomplissement de soi, le ceci, le cela. Et du coup, c'est vrai que dans les copies qui s'interrogent malgré tout sur ce côté perfection et pourquoi on serait imparfait, est-ce qu'on en aurait conscience et pourquoi, enfin, c'est déjà quand il y a, c'est toujours pareil, mais quand il y a un questionnement, c'est pas trop mal. Et il y avait la place pour à la fois du classicisme et des copies assez personnelles. Oui, et puis moi là où je trouve qu'il y a un petit terrain glissant quand même dans la formulation de la question, c'est la marque. Oui. C'est-à-dire qui a marqué. Donc là encore, on a un sous-texte qui est quand même assez théologique, je trouve, hein, qui peut conduire les élèves à... Arrête de rire. Qui peut conduire les élèves à... quelque chose d'un petit peu créationisto-maladroit. Je pense que tu vas un peu loin peut-être là sur le côté créationniste. J'en suis pas persuadée. Tu fais trop de métaphysique en fait. Mais il y avait une dimension, c'est vrai, métaphysique. Mais oui, il y a une dimension métaphysique de la condition humaine. Et, moi je trouve que alors moi j'ai pas de S cette année, mais c'est marrant parce que moi je me dis qu'avec la manière dont je fais mon cours, moi ils auraient pu parfaitement le traiter, voire peut-être au pire balancer le cours tel quel. Mais globalement, déjà toutes les références classiques sur le désir qu'on fait, Platon, Épicure, Pascal, Schopenhauer, Spinoza, là il y a de quoi faire partie 1, partie 2, partie 3 quoi. Donc ça va permettre de valoriser les élèves qui ont appris leur cours. Déjà du coup oui clairement voilà, ça va valoriser, c'est un sujet qui permet de valoriser les élèves sérieux qui ont travaillé leur cours, et en plus derrière comme tu dis ça va pouvoir laisser une place à leur créativité, leur inventivité, si possible. Voilà. Le seul truc qui peut faire peur, c'est qu'ils récitent bêtement le cours, mais même s'ils arrivent à bien réciter le cours en maîtrisant bien les trucs et en les articulant bien, c'est quand même déjà bien quoi. Non mais c'est pour ça, je pense que ce sujet-là n'est quand même pas surprenant dans ce qu'on attendra. Après c'est vrai qu'il y a des copies qui pourront être très originales aussi, en ayant justement peut-être moins de connaissances sur le désir et plus s'interroger sur finalement la nature ou la condition humaine. Et c'est vrai que je pense à une copie en particulier qui est pas classique et qui pourtant ça sera valorisé parce qu'il y a une réflexion personnelle sur finalement qui c'est qui décide. On ne peut définir la perfection que par rapport à l'imperfection que par rapport à la perfection, et donc si Dieu n'existe pas, le sujet n'a aucun sens. Enfin c'est presque ça quoi. Et on se dit c'est pas mal aussi de laisser. Oui, et puis en plus je trouve que c'est un sujet qui est plaisant parce que d'une part le désir c'est une notion qui plaît aux élèves généralement pendant l'année, qui les marque. Et puis aussi, c'est un sujet qui peut appeler beaucoup de références littéraires et artistiques. Je sais pas, des élèves qui auraient lu Madame Bovary dans leurs années de français précédentes, par exemple, pourraient y penser, ou à plein d'autres œuvres littéraires. Donc, c'est quand même assez. Les liaisons dangereuses, on peut penser à plein de types de. Même des films, enfin vraiment, c'est un sujet. Moi, c'est mon sujet préféré. De tous les sujets qui sont tombés cette année, c'est peut-être mon préféré. Alors, il y en aura peut-être un autre. Je garde le suspense. Et un petit regret à la limite sur ce sujet, c'est qu'il soit pas aussi tombé en elle. Bon, évidemment c'est impossible, mais parce que en elle, en plus avec l'existence et le temps, avec d'autres notions, c'est vrai que ça aurait pu donner des trucs encore mieux. Quoi. Mais on est un peu en train de regretter, un peu comme d'habitude, que les sujets de F soient pas les sujets de L. Globalement. C'est pas faux. Globalement, et que alors c'est pas arrivé trop cette année, mais globalement les sujets de L, souvent il y a une notion d'épistémo qui sort. Et qu'on se demande pourquoi c'est pas les S qui l'ont. Mais ça c'est mon avis personnel. Mais bon, moi c'est vraiment un des sujets que je préfère, le plus ouvert, et en même temps le plus classique. Donc ça peut vraiment faire des copies chouettes quoi. Et en même temps valoriser les élèves sérieux et en même temps permettre aux élèves un peu originaux ou qui
qui ont un peu un esprit philosophique vraiment de briller, quoi. Donc très bien équilibré pour moi. Ouais, bravo au concepteur. Voilà. Le deuxième, alors je crois que c'est pour toi, Maël, hein, toi, je crois que c'est ton sujet préféré à toi. Hein. Donc, éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Alors oui, c'est un sujet, moi je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il est très actuel en fait. Moi je pense que ça pourra beaucoup intéresser les élèves qui se sont passionnés pour des questions de philosophie politique pendant l'année notamment, et qui vont penser à l'idée est-ce qu'il n'y a que les concernés par un sujet, par une injustice, par une cause quelle qu'elle soit, qui sont légitimes à s'exprimer et à dénoncer cette injustice en fait. Et ça c'est hyper intéressant, je trouve. Après, ça pose aussi la question du sentiment d'injustice en son rapport avec une réflexion beaucoup plus abstraite sur la justice. Avec le fameux savoir, ce qui est juste. Et on peut retrouver donc dans l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. Je précise que Maël l'a fait en lecture obligatoire. Chacun ses années. Voilà, la question de savoir si les propos qui traitent de la justice relèvent de la science ou non. Et si le fait de rendre la justice, donc par le biais d'une justice compensatoire notamment, relève d'une science ou d'un art. Donc bien sûr, chez Aristote, on se retrouve plutôt du côté de la prudence, c'est-à-dire de quelque chose qui relèverait davantage d'une vertu, donc il se rapprocherait davantage d'un art plutôt que d'une science. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un sujet qui appelle à distinguer plusieurs formes de justice. Enfin, là, ça va demander vraiment des distinctions conceptuelles et vraiment un travail conceptuel sur les différents termes. Là, comme tu disais, savoir ce qui est juste, c'est pas rendre justice. Ouais, tout à fait. C'est être capable de distinguer ce qui est juste ou pas. Il y a la question du sentiment de justice. Moi, en tant que prof, on a tous eu l'expérience de l'élève qu'on punit, qu'on renvoie de cours, qu'on colle, et qui nous dit c'est pas juste. Voilà, c'est expérience quotidienne, hein. C'est comme tu dis, c'est un sujet actuel, mais en même temps c'est un sujet très classique pour le coup, et qui peut encore toucher les élèves. C'est ça, surtout que on a tous les propos de... allez, excusez-moi, ça va paraître un peu méprisant, mais tous les propos de comptoir, un petit peu, à propos notamment de la peine de mort, qui disent « Ah oui, mais moi, si on tuerait quelqu'un de ma famille, j'aurais envie de tuer le gars aussi. » Celui-là. Voilà. Oui, et justement, quand on est sous le coup du sentiment et de la passion, c'est pas à nous de rendre justice, parce que on n'est pas dans une perspective objective et rationnelle, on est dans une perspective subjective et donc de vengeance et non de justice. Et donc ce sera hyper intéressant s'il y a des élèves par exemple qui ont fait du Hegel, qui ont fait des principes de la philosophie du droit, de traiter la question la distinction entre vengeance et justice. Ou même, sans avoir eu Hegel, en tout cas de traiter cette question de la vengeance. Voilà. Il y a ça, et là aussi la distinction, on trouve ce qu'on appelle la justice objective, c'est-à-dire la justice faite institutionnalisée par les lois, c'est-à-dire que par les lois je sais ce qui est juste ou pas, selon la loi, est-ce que c'est pareil que ce qui est juste moralement? Donc là, il y a plein de distinctions à faire, il y a plein de pistes, et en plus aucune n'est obligatoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que caler tout ce qu'on a dit dans une copie, c'est pas possible. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on va avoir des problématisations hyper variées et très différentes, et sans doute. Alors, il y a dans le paquet que j'ai, il y en a très peu, je crois qu'il y en a 9 ou 10. Donc ils l'ont pris. Là c'est dommage. Mais donc c'est dommage, c'est ma petite déception quand j'ai vu le paquet. Mais après, de ce que j'ai entrevu, c'est vrai que ça permettra aussi que chaque copie soit partie finalement de manière assez personnelle. Et je pense à deux choses qui... Déjà, pourquoi c'est pas les ordinateurs qui rendent la justice de nos jours? Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Voilà. Et puis, un autre truc, on a eu cette année, par exemple, l'affaire Weinstein, et c'est vrai qu'on peut se dire, en tant qu'homme, est-ce qu'on est autorisé à parler de féminisme? Bon, évidemment, moi je pense que oui, mais. On va être en débat là. Mais se sentir concerné. Et est-ce que je suis, parce que je n'ai pas subi de discrimination sexiste, est-ce que je peux parler de sexisme? Et est-ce que je peux savoir que tel truc c'est du sexisme et c'est injuste?
Voilà, ça peut être un exemple parmi d'autres de Oui, quelque la chose question qui de la peut justice avoir. populaire. Ouais, aussi. Oui. Et puis ça pose la question aussi de savoir qu'est-ce que c'est ressentir l'injustice. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est ressentir de la pitié? Est-ce que c'est ressentir l'injustice que subit autrui? Ouais, Ou aussi. est-ce que tout c'est à fait. ressentir l'injustice que nous, on subit? Et est-ce que c'est la même chose dans les deux cas? Ouais, Avec le problème justement de est-ce que je ressens l'injustice parce que ça vient contrarier mes intérêts personnels, finalement égoïstes, ou bien est-ce que c'est au nom d'un principe moral plus grand. Mais alors là... Attention, on va vers le texte DL là. oui, alors là on va vers Rousseau, si tu veux, on va vers Arendt. Là c'est pareil, là au niveau des auteurs c'était super ouvert. Alors je rappelle, au cas où, pour ceux qui écoutent, il n'y a pas d'auteur attendu. Non. Mais par contre là il y avait une pluralité d'auteurs qui étaient utilisables si vous les avez vus. Et alors, juste si je peux me permettre un petit point qui me tient à cœur, moi j'adorerais, alors je ne corrige pas cette série donc ça n'arrivera pas, mais j'adorerais trouver une copie qui pose la question justement des injustices subies par les animaux. Puisque nous ne ressentons pas dans notre chair ce qu'on peut considérer comme des injustices qui sont subies par les animaux, et du coup, est-ce qu'on peut s'engager en faveur des droits des animaux sans ressentir nous-mêmes cette injustice? Ça serait un super... Ça serait hyper intéressant. Je te dirais si j'en ai, on verra. Je rappelle que Maëlle est notre caution vegan autour de cette table. Et je le revendique. Voilà, le droit des animaux. Non mais c'est vrai qu'on peut carrément aller dans le droit des animaux et que une copie qui aurait travaillé sur ça peut être intéressante aussi. Sans tomber dans les clichés de « Ah mon Dieu, les animaux, les dauphins, voilà, les animaux, les aiment, voilà. » Donc, voilà. Et juste, je m'interroge, on a le droit de dire je sais pas, on verra au montage, mais on a le droit de dire est-ce qu'on corrige ou pas ou... Bon, on dit pas où. Je sais pas. Bon, au pire, je vérifierai le montage. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, on a fait le tour, je pense. Enfin, déjà, on a bien parlé sur ces sujets-là. Ouais, faut dire que les deux sujets nous enthousiasment beaucoup. Et alors, après, on a un texte de John Stuart Mill. Ouais. Alors, moi, ça m'a ému de le voir, parce que c'est sur celui-là que j'avais passé mon bac. Oh, Oh, c'est beau. Ouais, c'est vrai que j'avais mon commentaire. J'avais tout déchiré. ça c'est la petite minute autosatisfaction. Non, mais John Stuart Mill, c'est un auteur qui tombe assez souvent quand même. Hein. C'est derniers temps. Personne ne le lit. Non, mais c'est vrai, qui le lit? Enfin, à la limite, on lit Constant dans les utilitaristes, mais. Si. Moi, pour le coup, mais parce que j'ai été obligé. J'ai eu un cours à la fac, moi, moi John aussi. Stuart Mill. Bon, bah, moi non. 2 années de suite d'ailleurs. Moi non, mais disons que c'est pas l'auteur le plus classique et le plus connu. Voilà, non, c'est tout. C'est vrai. C'est tout. Mais il est très clair, donc. Oui, non, mais c'est très bien. Le texte, c'est très bien. Voilà, et justement, on en vient. Le texte, il est très clair. Voilà. Ouais, le texte fait la différence entre l'étude des phénomènes physiques, des phénomènes de la nature par les lois et les données, et la différence entre une même étude de la société et sur quoi elle peut reposer. Donc globalement, enfin, on va pas faire tout le texte, etc., mais globalement, le texte, il est clair, il est compréhensible. Pour des élèves de S, il me semble nécessaire. Ouais. Alors là aussi, le seul truc qu'on peut... Mais là, c'est vraiment pour pinailler, ça empêche pas du tout de faire le texte. C'est là aussi se dire que c'est vrai que en ES ou en L, avec la notion de l'histoire, puisque c'est l'exemple qui est pris, est-ce que des actions peuvent être prévisibles, et en ES où ils ont aussi des sciences des SES, ça aurait été peut-être encore plus adapté. Alors, mais bon, voilà, ça n'empêche pas du tout de très bons élèves, des élèves normaux de S de très bien s'en tirer. Alors justement, tu me diras, toi qui a fait copie, tu me diras si il y a des gens qui ont lu Fondation d'Asimov. Parce que ça pourrait être super rigolo, ça en mode le geek fan de science-fiction qui ressort du Asimov sur ce commentaire-là. Franchement, va y en avoir un, c'est obligé. Enfin, dans toute la France, va y en avoir un à un moment. Mais je trouve ça absolument génial. L'utilitarisme appelle tellement la science-fiction, quoi. Toujours. Voilà. Après, en ce qui est du texte lui-même, je trouve qu'il... Voilà, alors effectivement, c'est un texte, je trouve qu'il va bien pour les S quand même. Oui, il va bien pour les S, mais c'est vraiment un sujet texte qui aurait pu être pour les 3 séries, quoi. Ouais, complètement. Qui est vraiment bien, qui est clair, et les distinctions sont claires. Avec une progression aussi dans l'argumentation qui permet pour les élèves qui ont un peu de mal parfois à saisir les subtilités, là c'est vraiment très progressif. Et ça c'est
Ouais, non, franchement, ça appelle pas forcément de grandes connaissances, et en même temps, les connaissances permettent malgré tout de bien écrire. Par exemple, ne serait-ce que le concept de loi. Alors là, il faudra faire attention à ce que les élèves n'aient pas lu trop vite les lois de la société et penser aux lois établies par le droit, voilà, qu'ils ne soient pas partis là-dedans. Mais à part ça, comme éventuel piège, et quand même quand on lit le texte, ça paraît difficile d'y tomber. À part ça, c'est vrai que le texte me semble quand même accessible. C'est un texte qui va valoriser les élèves rigoureux, qui sont capables de faire une analyse précise d'un texte. Ça va être aussi un texte qui va favoriser les élèves malins, je pense, qui vont être capables, par exemple, de parler de la distinction entre sciences dites, entre guillemets, dures et sciences humaines. Et ça va aussi valoriser les élèves qui sont capables de réutiliser des connaissances en mathématiques, par exemple, à propos des approximations, ce genre de choses. Et aussi les élèves qui vont penser peut-être à faire intervenir la notion de liberté. Ça serait vraiment super. Ça serait vraiment chouette. Après là on demande peut-être beaucoup, mais peut-être qu'il y en a qui vont avoir l'idée, mais on sait jamais. Mais en tout cas c'est un texte, en fait comme il est clair, je trouve que faire de la paraphrase, ça va être tout de suite identifié. Ah oui. Par contre, c'est impossible de pratiquement de faire de la paraphrase, ou alors on répète exactement le même truc et on va le repérer tout de suite, quoi. Donc texte très bien choisi. Ouais, là aussi. Donc bien pour les S, ils ont été gâtés. On a d'autres choses à dire à propos ou je pense qu'on a terminé. On pourra mettre une petite étoile et une petite couronne à l'élève qui parlera de l'hypothèse de Laplace. Ouais, comme Asimov, donc l'élève qui parle d'Asimov ou qui parle du démon de Laplace. Ou les deux. Voilà, il aura la couronne, il aura les deux dans ce chocolat. Bon, on attaque les EF. On met du temps, Bon, c'est les pires. Oh la déception. Comme souvent, les ES sont assez peu gâtés, généralement. Mais déjà, ils sont peu gâtés au niveau du programme, parce qu'ils ont quand même à peu près entre 25 et 30 notions à traiter. Avec 4 heures, ils ont pratiquement le même programme que les L. À quelques exceptions près, c'est vrai qu'il doit y avoir 3-4. Donc voilà, mais il faut qu'ils ont 2 fois moins d'heures. Et cette année, autant là, avant, on mettait la petite médaille d'or, là, c'est un peu le carton rouge, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas que les sujets sont mal conçus, mais les enchaîner tous comme ça, dans une même proposition... C'est surtout ça, et je pense que c'est pour ça que je dis c'est aussi ceux qui décident, parce que je pense que les collègues qui travaillent sur ces commissions font des propositions de sujets. Après l'assemblage final, c'est aussi la responsabilité plus haute. Personne ne sait les sujets à l'avance, évidemment, à moins une fuite exceptionnelle. Mais et donc ça veut peut-être dire que la personne ou les personnes qui ont décidé de mettre ces 3 sujets ensemble ne sont pas rendus compte qu'ils compliquaient sacrément la tâche des candidats. Parce que clairement, en fait, si on prend les sujets les uns un par un, ils sont pas si horribles que ça. On a exagéré un peu, mais mettre les 3 comme alternative, c'est assez cruel. C'est super cruel. Alors après, petit bémol quand même, le sujet 1, il est très classique, franchement. Un élève qui a à peu près appris son cours, il peut le traiter, il n'y a pas de souci. Bon, on va faire ça au fur et à mesure parce que sinon on va se perdre, mais disons que déjà dans la monture globale du truc, c'était pas équilibré, quoi. Non, Alors, toute vérité est-elle définitive ? Très intéressant quand même, comme sujet, parce que finalement ça demande de faire la distinction très classique entre vérité et opinion, mais ça va aussi valoriser les élèves qui auront eu une bonne compréhension de ce qu'est une vérité scientifique, c'est-à-dire une vérité qui n'est pas définitive justement, mais corroborée, c'est-à-dire validée en l'attente d'une vérité plus fine, plus parfaite, plus élégante, etc. Oui, donc, et on peut même dire que ça appelle à faire une distinction entre les régimes de vérité. Tout à fait. Voilà, il y a rappelé qu'une vérité, ça s'énonce. C'est pas Bien sûr. Voilà, soit un élève peut partir sur du Platon avec la vérité, c'est un truc qui existe de manière transcendante à nous et en dehors de nous, etc. Soit on rappelle la notion que c'est un énoncé qui est prononcé et que l'énoncé est valide suivant un certain temps ou pas, ou est éternel. Et du coup, ça pose les distinctions avec la croyance, avec la vérité scientifique, avec l'opinion. L'opinion peut être vraie, mais l'opinion se trompe.
Ouais. Voilà. Oui, oui. Donc là, il faut aller vraiment travailler sur le régime de vérité. Quelqu'un qui a travaillé un peu son cours sur la religion, je pense qu'il peut rajouter des choses qui peuvent être intéressantes. Après, ça reste un sujet d'épistémologie classique, Ouais. mais qui est valide dans le programme. Oui, hein, totalement. Je suis désolée de dire ça, c'est un sujet qui est classique, mais contrairement au sujet du désir qu'avaient les S, sur le désir qu'avaient les S, c'est pas sexy quoi. La vérité, c'est le truc le moins sexy, et pour des ES c'est encore moins sexy. Bah oui, parce que c'est hyper abstrait quoi. Et que pour avoir à peu près une idée de ce qui va se faire, c'est des banalités. Pour l'instant, moi ce que j'en ai vu, c'est des banalités, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que même la définition même de vérité, souvent elle y est pas. Je pense qu'on va avoir beaucoup de platitudes sur l'éducation, c'est-à-dire que quand on est petit, on croit des choses, et quand on grandit, on découvre que c'était pas vrai, blablabla. On va avoir beaucoup ça. Après, c'est les platitudes, Descartes, il le fait, hein. C'est ce que dit Descartes, hein. Ouais, mais les préjugés de notre enfance. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour moi, ça semble pas si plat que ça, mais c'est la manière dont ça va être dit, en fait. Oui. C'est pas... Que l'élève dise des platitudes philosophiques, à la limite, pourquoi pas, parce qu'il y a des platitudes philosophiques. La vérité, c'est un énoncé en adéquation avec le réel. Bon, bah voilà, enfin... Le cogito, je pense donc je suis, voilà, c'est pas... Mais après, c'est comment c'est amené, c'est comment c'est écrit, et comment c'est utilisé, quoi, pour moi. Parce que les préjugés de l'enfance, moi, ça me semble valide. Enfin, on retombe sur la croyance, sur l'opinion, sur... je pense que ça peut être un bon point de départ. Après... Est-ce que ça va être dépassé ? Voilà, c'est ça. Alors, quand même, il y a le problème que c'est un sujet qui appelle à du relativisme que les élèves aiment bien aussi. Et le problème, c'est que pour moi, faut qu'il y ait vraiment cette distinction entre un relativisme qui est argumenté, qui est posé comme quelque chose de fondé, d'argumenté, et éviter le relativisme mou. Enfin, non mais parce que cette peur du relativisme, moi j'y adhère pas vraiment, parce que tu peux faire de l'anthropo, classifier sur du Lévi-Strauss, sur du Nietzsche, sur du perspectivisme, voilà, mais faut que ce soit argumenté. Moi, un relativisme qui est argumenté, j'y adhère, je le valide. Bien sûr. Mais voilà, chacun sa vérité, on ne discute pas les goûts et les couleurs. C'est ça la difficulté. C'est ce que tu disais tout à l'heure, pour échapper à ce relativisme mou, il va falloir que les élèves soient très rigoureux et nous disent de quelle vérité on y parle et qui l'énonce, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il n'y ait pas de distinction entre les régimes de vérité, c'est-à-dire entre ce que Mamie Georgette dit sur avec qui couchait Tante Jeanne et la vérité historique. Ou la vérité scientifique, les trois vont pas être distingués. Moi, c'est ça que j'ai peur. Et oui, c'est presque un sujet situationniste si on va par là. Oh mon dieu. Désolé. Non, on peut éviter les situationnistes. Ok, ça marche. Mais on pouvait parler aussi de Karl Popper, qui a ce texte très amusant, et sur la falsification, etc. Falsifiabilité, mais il y a aussi un texte très amusant. C'est un texte où il compare la vérité à... l'accession à la vérité à un sommet de montagne, je vous dis de mémoire, et en fait on est comme des alpinistes dans le brouillard, on sait ce qu'on a dépassé mais on ne sait pas si on est très proche de la vérité. J'ai toujours aimé cette image du texte. Oui, il y a le texte très classique de la montre d'Einstein, où la limite avec la limite objective qu'on n'atteindra jamais. Mais le sujet il est bien en lui-même. Simplement qu'il n'est pas sexy pour des élèves de TES. Voilà. Mais après c'est un sujet bien qui est classique, avec normalement si le cours a été appris correctement, il y a des pistes, et il y a des pistes aussi pour faire autre chose, c'est-à-dire utiliser ses connaissances en ES, en économie, en socio. Rien n'interdit effectivement de parler de loi en économie. Voilà, est-ce qu'un système économique est valide parce qu'il marche, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles ? Enfin voilà, là ça appelle à une interdisciplinarité, à une culture scientifique, sciences humaines, etc. Donc il peut être intéressant. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'en fait ce sujet il aurait été super bien traité par le texte de John Stuart Mill dont on a parlé juste auparavant. Bah on pouvait pas mettre les deux en même temps, mais voilà, c'est un sujet, moi je le verrais bien pour DS. Non, je suis d'accord. Voilà, surtout qu'on sait très bien, on a l'expérience que quand on fait course à la vérité sur les S et qu'on leur parle de science, c'est le moment où je veux pas me vanter ni cracher sur les collègues de science, mais c'est le moment où on leur apprend ce qu'est une science, quoi. On leur fait de l'épistémologie parce que quand alors qu'ils n'en ont jamais fait, quoi. Et ça s'engager sur la piste des réformes, mais l'idée même
qu'on mettrait dans le nouveau lycée des heures de culture scientifique montre bien que de fait on reconnaît qu'ils n'en ont pas tant que ça. Oui. Ouais, alors on va pas partir sur la réforme, on va pas disperser. Non mais je parle des élèves en général. Ah oui, non mais on parle pas de notre avis ni rien, on va éviter, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Mais après je suis d'accord avec toi. Y a... Bon, alors Maël nous distrait, hein. C'est comme les élèves avec les portables, quoi, c'est... C'est pas ma faute si quelqu'un m'appelle, enfin. T'as vu que t'es moins discrète et c'est exactement l'excuse des élèves, hein. Bon, allez, on passe au sujet suivant, mais on est à peu près bien, là on est à 40 minutes. Cool. Donc là on est bien, on est à plus de la moitié, du coup c'est bien. Je suis tellement d'accord avec ce... Vous savez ce que j'en pense. Peut-on être insensible à l'art ? Alors après, moi c'est un sujet que personnellement j'aimerais bien moi traiter. Ouais. Mais alors... c'est pas un bon sujet pour les élèves, je trouve. Non mais qu'ils arrêtent sur les sujets sur l'art. Ouais. C'est sur les... En France métropolitaine, il y a toujours un sujet sur l'art qui tombe. Il faudrait vérifier avec les statistiques, mais je pense que chaque année, quasiment. Je suis désolé, ça fait la deuxième fois qu'il y a un sujet sur l'art en ES. Ouais. En 2 années d'affilée. L'année d'avant, c'était en S. C'était en S. C'était 2 années d'affilée. Alors les ils n'ont pas eu un truc sur l'art depuis longtemps. Il y avait juste les perceptions, les œuvres d'art éduquent-elles notre perception il y a quelques années. Voilà, non mais trop de sujets sur l'art, on a l'impression qu'il y en a un, c'est son dada, et qu'il faut qu'il y ait un sujet sur l'art à un moment. Ah ouais. Et c'est chiant parce qu'on a 30 notions et que j'en ai marre de faire mes cours en sachant que il va y avoir forcément un sujet sur l'art à un moment qui tombe, et qui en plus c'est un sujet qui est pas facile. Mais qui est cool quand même, moi je l'aime bien. Oui, mais toi c'est parce que t'as une grosse culture artistique derrière et que... parce qu'en fait, mine de rien, moi ce qui me gêne pour les élèves, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est violent pour les élèves, clairement, parce que les élèves n'ont pas assez de culture artistique pour le traiter. Et c'est pas leur faute, parce que c'est plutôt un échec de notre système éducatif. C'est-à-dire que on va faire la blague maintenant, parce que voilà, quand t'es capable de citer uniquement Guernica ou la Joconde, voilà, enfin, tout le monde sait que Guernica ça va être cité partout. Ouais. Voilà. Et c'est pas le problème, c'est pas Guernica, c'est le problème des platitudes sur Guernica, à la limite. Ouais. Mais c'est-à-dire que quand les seuls trucs que tu es capable de noter, c'est Guernica et la Joconde la plupart du temps. Alors, il peut y avoir des trucs un peu plus originaux, hein. J'ai déjà eu 4 minutes 30... 4 minutes 33 de John Cage. 4 minutes 33 de John Cage, et ça c'est cool. Mais après, c'était pas forcément exploité, parce que ça demande de connaître son cours sur l'art, d'avoir des références artistiques, et en plus d'être capable de les réutiliser de manière intelligente pour soutenir le propos. Donc déjà, un sujet sur l'art, c'est déjà un peu compliqué. Alors en plus déjà, on nous en faire deuxièmement en ES, et troisièmement, putain la formulation quoi. Après, être insensible à l'art. Ouais, mais il y a beaucoup de problématiques qui peuvent être abordées. Ouais, je suis d'accord. Ne serait-ce que la distinction entre le beau et l'agréable chez Kant, tu vois, qui est hyper classique, que tous les profs utilisent quand ils font le cours sur l'art. La question du plaisir face à l'œuvre d'art qui est hyper intéressante. Est-ce que l'œuvre d'art est là pour nous faire plaisir ? Bah non, pas forcément. La question de savoir si un discours conceptuel et abstrait d'historien, par exemple de l'art, ou d'analyste de l'art, est un discours qui est sensible à l'art. C'est hyper intéressant. Et puis aussi, on peut tout simplement partir du gars qui dans la rue nous dit oh, moi l'art j'aime pas ça, et puis qui rentre dans sa voiture et qui allume la radio et qui écoute de la musique. Une distinction entre l'art dit savant, institutionnel et l'art populaire, ça peut être hyper intéressant, mais est-ce que les élèves vont aller jusque-là, je sais pas. Pardon, je te coupe Pierre, mais en fait, je suis à la limite d'accord avec toi, je reconnais que c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais pas un sujet de bac. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu compliqué, d'autant plus que sensible, c'est vrai que... Alors après on peut aussi dire est-ce que l'art peut choquer, interpeller, enfin sensible ça peut être très... Mais, oui, parce que par exemple quand on regarde Guernica, on est forcément touché par la détresse et la violence. Mais voilà, le problème c'est pas tant le sujet que ne pas avoir anticipé ce que ça risque de provoquer. Et non pas qu'on doive forcément penser seulement aux futures copies en concevant les sujets, mais malgré tout c'est vrai qu'on peut peut-être regretter qu'il y ait cette
enfin aussi, peut-être c'est un peu cliché de le dire, mais un peu cette discrimination aussi entre des personnes qui auront été très sensibilisées à l'art, pas spécialement par l'école, mais aussi par leur milieu familial, etc. Et je trouve que et ceux qui n'en auront pas forcément eu. Et dans le cas d'un examen national, avoir une telle récurrence de l'art. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je disais que c'était violent symboliquement ce genre de sujet. Non, mais je vois. Après, il y a quand même des outils conceptuels qui peuvent être utilisés, du type le repère particulier général universel, c'est-à-dire est-ce qu'on est insensible à l'art en son ensemble, ou est-ce qu'on est insensible à un type d'art, ou est-ce qu'on est insensible à une œuvre d'art en particulier. Bon, ils pouvaient s'en sortir en utilisant ce type. Oui, ils peuvent s'en sortir. T'as appris ton cours, tu t'en sors, mais les copies qui vont être les meilleures, c'est les copies qui auront des références artistiques et qui vont bien les utiliser. Et que du coup, comme dit Pierre, il faut avoir été sensibilisé à l'art, il faut avoir les bonnes références à l'art. En plus, on le sait très bien, et on va pas se le cacher, qu'il y a pour certains collègues, ça ce sera pas de l'art et ça ce sera de l'art. Par exemple, moi j'aimerais bien qu'il y ait un élève qui me parle de manga, parlez-moi de manga, parlez-moi de jeux vidéo, parlez-moi de cinéma. Et voilà, mais en plus ça dépend de quoi on va parler. Et que moi en fait cette question d'être sensible, cette question finalement du ressenti face à l'œuvre d'art, je la trouve super intéressante parce que par exemple moi c'est ma manière de concevoir mon rapport avec certaines formes d'art comme le cinéma. Moi il faut que ce soit du ressenti, le truc purement intellectuel, moi ça m'emmerde. Mais ça peut être intéressant, mais moi je pense à un sujet qui est intéressant à travailler à la maison, avec le professeur, mais pas sur un examen de 4 heures quoi. Et puis désolé mais je ressors ma marotte, mais pour moi c'est un sujet phénoménologique, à partir du moment où on parle de sensibilité, je suis désolée, mais ça pose la question de qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les yeux sur une œuvre d'art, qu'est-ce qui se passe quand on a un son qui nous vient à l'oreille et que ce son forme une mélodie et forme une musique. Ça c'est hyper intéressant, et quel rapport il va y avoir entre les perceptions sensibles et la sensibilité au sens émotionnel. Ça c'est aussi super intéressant, mais c'est compliqué pour un élève de terminale. Je trouve que c'est trop compliqué pour un élève de terminale. C'est trop compliqué à traiter pour un sujet type bac. En fait, c'est pas le sujet j'en veux pas spécialement à ce sujet-là, c'est simplement 2 fois l'art. J'en peux plus. J'en peux plus. En tout, ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on voit des sujets sur l'art. Changez un peu, quoi. Il y a 30 notions, merde. Il y a le vivant, ça tombe très rarement. La matière et l'esprit. Moi, c'est un sujet que j'adore, mais il est pratiquement jamais sorti en France métropolitaine. On va pas parler des autres sujets dans les autres trucs, mais dans les Dom-Tom et compagnie, dans les lycées français, mais ça tombe jamais. La technique, qui est un sujet super intéressant, il tombe rarement. La politique, alors c'est rare que ça tombe en dissertation, souvent en texte. L'inconscient ne tombe jamais. L'inconscient, c'est vrai, un peu. Alors que c'est. Justement, on a une génération, je pense, de profs où en plus on a pu avoir des approches très différentes de ce type de thématique, des approches on va dire plutôt classiques à la Freud, etc. Ou des approches où carrément l'inconscient des modernes, comme le disait Jean-Marie Weiss, ou au contraire des gens qui vont être beaucoup plus dans du je sais pas moi, dans du Slavoj Žižek ou je sais pas qui va, ou du Lacan tout simplement, qui vont avoir, donc ça il y a des gens qui comprennent Lacan ou pas? Ça serait, ça je sais pas, moi faut leur demander. Comprendre là-dedans. C'est comme Heidegger, c'est les mecs qui font croire que mais non, mais on se dit voilà, c'est quand même, ça fait partie des trucs qui peuvent être abordés vraiment de beaucoup de manières différentes, ou dans sans doute des dissertes différentes, et de pas le voir tomber de manière assez récurrente, ça c'est un peu embêtant parce qu'on se dit et alors souvent c'est un truc qui marche bien, pas seulement avec les élèves, mais aussi en discutant avec les collègues, on s'aperçoit qu'on a tous quand même une position sur ça, ne serait-ce que parce que la conscience c'est quand même un des pôles importants. On digresse un peu. On digresse un petit peu, Bref. Mais faites d'autres notions s'il vous plaît, les échanges. Oui, les échanges. Vous nous le calez en ES, calez-le nous en disserte. Mais c'est super vrai intéressant. En plus le gros écueil de ce sujet, ça va être les copies catalogues. C'est-à-dire que je suis sensible à ça, je suis insensible à ça, il y a des gens qui ont mal réagi à telle œuvre, il y en a d'autres qui ont bien réagi. Et on discute pas les goûts et les couleurs, mais quand même, voilà quoi. Mais les copies catalogues, à l'inverse de la copie qui est pauvre en exemples, la copie qui va être qu'une accumulation d'exemples, est aussi un problème. Ah bah bien sûr. L'exemple n'a pas valeur d'argument, je vous rappelle, on est tous d'accord. Mais en fait voilà, alors comme on disait tout à l'heure, c'est un peu le combo, le sujet sur la vérité plus le sujet sur l'art.
Combo maléfique. Combo magnifique. Et on termine par le coup de grâce. Ouais, tout Le à coup fait. de grâce. Alors là, je fais une petite digression. Mais moi, ça me fait particulièrement marrer tous ces collègues, justement, en ce moment, qui sont en train de gueuler sur le fait qu'on est des profs de philo, du coup, il faudrait pas faire d'autre chose que de la philo. Et on a un texte de Durkheim. On a un texte de Durkheim. Ça, je trouve ça magique. Ouais, Je trouve que c'est un beau doigt d'honneur, parce qu'on nous dit, oui, on n'est pas prof de sciences, on n'est pas prof de socio, on n'est pas prof de psycho, et on nous met un texte de Durkheim, qui est une œuvre de sociologie, bordel, quoi. Et on dit, oui, mais la philo... Non, c'est une œuvre de sociologie. Ou alors soit on catégorise les trucs rigoureusement et voilà, soit on le fait pas. Et la liste des auteurs le fait pas jusqu'à maintenant. Oui, voilà. Et ceux qui sont très attachés à cette liste sont justement ceux, c'est ça l'ironie, qui nous disent qu'il ne faut absolument pas sortir de ce cadre-là. C'était un petit coup de gueule gratuit. Mais bon, voilà. Donc, texte de Durkheim tiré des formes élémentaires de la vie religieuse. Moi, je trouve que ce texte est encore une fois un sujet piège. Ouais, mais toi, t'as des choses à dire. Oui, moi je suis très en colère contre ce texte parce que il ne permet pas aux élèves d'identifier clairement à quelle notion il fait référence. Les élèves qui vont sortir de l'épreuve vont dire c'était un texte sur l'autorité. Ok, il n'y a pas la notion l'autorité au programme. Donc certes, ils peuvent le relier à la morale, certes, ils peuvent le relier à la société, ils peuvent le relier éventuellement à la religion, puisque le terme religion apparaît dans le titre de l'ouvrage, mais non pas dans le corps du texte. Mais tu peux faire un truc sur l'autorité religieuse, etc. Voilà. Parce que quand même, il y a tout un truc autour du fait que j'accepte cette autorité et qu'il y a un espèce de truc mystique qui se passe, que j'accepte ça. Mais c'est dur. Moi, je vais peut-être même aller un peu loin, mais j'assume ce que je dis. Pour moi, il y a quelque chose de politique dans le choix de ce texte, c'est-à-dire que en ce moment, c'est de bon ton de parler d'autorité et de ramener l'autorité à l'école. C'est chouette de donner un texte aux élèves sur l'autorité, quand bien même, ça ne fait pas partie du programme. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de petite critique quand même derrière cette notion d'autorité dans le texte de Durkheim, justement le fait que y a des trucs un peu mystiques qui se passent et qu'on obéit, on sait pas trop pourquoi, mais effectivement. Mais après, je suis d'accord avec toi. Si on était un peu tatillon, si on était un peu parano, on pourrait dire c'est pas par hasard. T'es en train de dire je suis parano là. Non, mais je suis comme toi, je m'interroge. Moi, quand j'ai lu ce texte et que j'ai vu qu'il terminait par le mot respect, je me suis dit, ça pourrait être un texte qu'on donne en éducation civique, par exemple. Non mais voilà. Mais je l'aurais pas donné au bac de philo. Mais moi, je pense qu'après, il faut avoir en tête cette dimension potentiellement critique qu'il peut y avoir chez Durkheim. Mais après, voilà, le texte est dur, il est pas facile, il articule des... La fin, je serais admiratif face aux élèves qui arriveront à expliquer clairement la fin. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, je pense que si tous les trois on le lit et qu'on se met à essayer de comprendre le texte, etc., on va peut-être avoir des lectures différentes. Parce que justement, il y a une ambiguïté sur la formulation à la fin. Je sais pas si vous l'avez regardé en détail, moi du coup, oui. C'est dur, et les concepts ils sont durs en plus. Comme tu dis, il n'y a pas la notion d'autorité. Le concept d'autorité, c'est difficile à... Il y a des traités entiers sur la notion d'autorité, quoi. C'est pas... Et c'est pas au programme. Ouais, c'est pas une notion au programme, et même dans ce qu'il y a au programme, on en parle de manière très transversale, et là c'est quand même le cœur de tout ce qui est dit. Donc, et ce qui est intéressant quand tu disais qu'il y a peut-être une critique derrière le texte de Durkheim, oui, nécessairement, mais encore une fois, je trouve que c'est un texte très difficile parce que d'apparence, il est extrêmement factuel. Parce que c'est un texte de sociologie, en fait. Ouais. Et la thèse de l'auteur, ça va être très difficile à dégager pour les élèves, en fait. Ouais, c'est au plan même purement méthodologique, c'est tout le temps le problème de ces textes. Il y en a eu d'autres, très descriptifs. Ouais. Et donc, du coup, de fait, est-ce qu'il y a un positionnement de l'auteur ? Qu'est-ce qu'il défend sur cette question-là ? C'est pas si facile que ça à voir. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, et du coup, si on prend les trois sujets combotés ensemble... dur et dur. Désolé les ES, c'était pas votre année, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu le fond du panier, en fait, au niveau des sujets. C'est à eux, j'ai l'impression que reviennent les sujets les plus durs, relativement au nombre d'heures qu'ils ont dans la semaine. Alors que moi, j'aurais bien vu un des sujets d'ES sur la filière ES, et troquer, justement, pas le truc sur la vérité,
Enfin, À la limite, on aurait pu inverser, Ouais, voilà, deux sujets, ouais. voilà. Du coup, ça aurait donné un truc beaucoup plus équilibré. Bon, après, de manière un peu vicieuse, on peut se réjouir du fait que le texte il est dur. Du coup, les élèves qui, par facilité ou qui n'ont pas bossé, qui disent c'est pas grave, je vais aller voir le texte, en fait, ils se retrouvent, ils vont se retrouver en difficulté parce que. Ouais. Mais ça, c'est mon côté vicieux, c'est mon côté vicieux. Cette stratégie, elle aurait été intéressante s'il y avait eu un sujet de dissertation facile. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais après, non, le sujet sur la vérité, il est pas. Enfin, il n'y a pas de sujet facile, mais il est faisable. C'est juste qu'il est pas sexy. Ouais. Et texte aussi, enfin, il faudra voir les copies, là, c'est toujours pareil, mais à mon avis, où là, la paraphrase sera plus compliquée et à déceler et pour les élèves à avoir évité. Ah, là, je suis d'accord. Bon, petite médaille en chocolat pour. Enfin, c'est plutôt la médaille en plomb. La médaille en plomb pour le sujet des ES. Et on va passer à la fin avec les sujets DL. Alors, globalement, vous en avez pensé quoi, Pierre ? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ça va, c'est pas des sujets qui sont voilà, c'est pas les sujets des ES justement. Après, on parlait de sujets sexy. Est-ce que c'est vraiment des sujets sexy ? Oh oui. Le premier, je trouve qu'il est bien. Voilà. Après, oui, c'est pas. Mais c'est correct, moi je trouve. C'est correct, c'est très correct. Cette année, parce que l'année dernière. C'est vrai. Le désir est-il infini ou un truc comme ça. C'était il y a 2 ans, mais ouais. C'était il y a 2 ans. Celui-là, je m'en remets pas. Ouais. Est-il par nature illimité ? Voilà, c'est ça. Celui-là, il était vraiment dur, quoi. Parce qu'il y avait en plus le par nature. Voilà. Alors, il y avait l'autre sujet était facile. Ouais. Enfin, il était facile, non, mais il était abordable, etc. Mais le sujet était super dur. Donc là, on a quand même 3 sujets qui sont faisables. Tout à fait. Pour des L qui ont bien bossé leur philo. Puis voilà, Maëlle, toi, je sais que t'as pas de L, mais t'en penses quoi ? Alors moi, je trouve que ces sujets, ils sont intéressants dans le sens où on a 2 sujets de dissertation qui sont hyper classiques, vraiment hyper classiques. Et par contre, je trouve que l'originalité et l'éclate va se trouver dans le texte. C'est-à-dire que les élèves qui sont un petit peu originaux, un petit peu hors des clous, etc., ils pourront se faire plaisir avec le texte de Schopenhauer. Parce que c'est un texte d'un original avec... Voilà, mais c'est vrai que le texte, avant, j'avais lu en diagonale et c'est vrai que ça a appuyé sur mon attention sur la petite blague de Schopenhauer, c'est-à-dire que là, ça transpire le Schopenhauer là. Là, c'est drôle. Et justement, ça c'est pour avoir, j'ai pas eu un retour de tous les élèves que j'ai eu, mais comme par hasard, il y a une répartition assez amusante de certains élèves qui a finalement pas grand chose à dire, sont pas spécialement partis dans le texte et plus sur le sujet sur la vérité. Les élèves assez studieux, etc., plutôt sur le sujet sur la culture, et ceux qui sont un peu taquins, un peu originaux et un peu intuitifs sont beaucoup partis sur le texte, alors même que pendant l'année c'était pas forcément ce qu'ils préféraient. Mais là, ils ont rencontré un personnage dont je leur avais un petit peu parlé, mais un personnage philosophique dans le texte, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même chouette comme rencontre. Ouais, mais c'est un chouette texte, hein. C'est un chouette texte qui appelle à utiliser son cours, mais à ne pas l'utiliser n'importe comment, on y reviendra, et qui dégage une personnalité, quoi. C'est pas le texte froid, le texte rigide, c'est bien écrit, c'est du Schopenhauer, hein, c'est bien écrit. Bon, on va pas faire sur le texte, on y reviendra tout à l'heure, mais moi je trouve bien équilibré. C'est pas les sujets les plus... C'est pas le bac de L le plus enthousiasmant du monde, mais sujet faisable, classique, intéressant, c'est tout ce qu'on demande. Oui. On demande pas la même qualité pour les F pour tout, hein, mais enfin, ça serait bien. Ça serait fantastique, mais franchement, s'il y avait que des sujets comme ça, je pense qu'il y aurait aucun souci. Alors, sujet 1, la culture nous rend-elle plus humains ? Un sujet hyper classique, quoi. Il est génial. Mais très intéressant. Il est trop bien. Bien sûr. Enfin, je suis pas objectif parce que c'est un de mes sujets préférés. Ne serait-ce que parce que les élèves vont pouvoir s'éclater à explorer les différents sens du mot culture. Ah oui. Voilà. Et les différents sens du mot humain aussi. C'est ça, et poser la question de qu'est-ce que c'est d'être plus humain, parce qu'on peut être plus humain qu'on ne l'est déjà. Avec un truc un petit peu étonnant, je le dis parce que je pense pas que ça aura déstabilisé qui que ce soit, mais en revanche, c'est vrai qu'on peut être surpris qu'il n'y ait pas vu qu'on est dans l'unboxing, qu'il n'y ait pas un S à humain. Nous rend-elle plus humain ? Il n'y avait pas le S.
C'est Ah, mais ça, c'est le débat qu'il y a eu, ça, je crois. Oui, mais c'est pour ça. Et quand, moi, je l'ai pas vu, hein, la Mais première c'est fois. parce que c'est un adjectif, du coup. Et oui, oui. C'est un adjectif, et le nous, c'est le nous personnel. voilà, hein, ouais. Donc, Mais c'est vrai que j'espère que ça aura pas gêné quelqu'un. Bah, du coup, Voilà. moi, je pense pas que ça va forcément les gêner. J'espère pas. Non, mais j'espère pas moi non plus. Mais globalement. Moi, je l'ai même pas vu au début. Enfin, moi, je vais pas déballer mon pas... cours de L, mais moi, j'ai travaillé sur la question de la monstruosité. Je pense qu'on aime bien travailler sur Arendt avec la banalité du mal, sur le monstre justement qui est celui qui c'est pas le monstre, c'est pas celui qui est pas cultivé, c'est celui qui est absous sa volonté d'agir et qui peut justement malheureusement, y compris en étant rousseauiste, provenir de la culture. Hein. Voilà, il va y avoir Rousseau, là il y a matière à utiliser ses références, son cours, etc. tout en étant original. Et ce qu'on attend de elle, hein, finalement, c'est en plus les élèves qui sont souvent un peu originaux. En plus, là, c'est la génération, ils aiment bien tout ce qui est monstre, Tim Burton, tout ça. Donc là, il y a des trucs à faire vraiment au niveau des références personnelles. Enfin, là, c'est vraiment. Moi, j'aurais adoré corriger ce sujet-là, moi. Alors, moi, deux remarques. Ouais, c'est hyper intéressant, elle, en plus, parce qu'ils vont avoir peut-être éventuellement pour certains d'entre eux une culture classique. Et par exemple, chez Sophocle, le monstre, c'est hyper intéressant, parce que le monstre, c'est l'humain, en fait, chez Sophocle. Donc, du coup, on peut jouer là-dessus. Après, quand même, j'ai une toute petite remarque. Ouais. On se réjouit que c'est un sujet qui appelle énormément de références, c'est ce qu'on a reproché au sujet sur l'art. Oui, mais pas des références... Disons que sur l'art, t'attends des références classées comme art. Et que ça a posé la question de l'art populaire, voilà. Et qu'on sait très bien qu'il y a certains collègues qui ont peu d'objectivité, enfin que ça va être très subjectif sur est-ce que c'est de l'art. Voilà. Tandis que là, dans le cadre de 8 heures de philosophie, il y a quand même, il me semble, matière à ce qu'ils aient eu des approches... oui, et même un sujet sur l'art pour DL, par exemple, ça ne me choque pas. Ouais. Voilà, beaucoup pour moins, en tout cas, ça me choque moins que pour des F ou des ES. Parce que t'as pas le temps de leur faire une culture artistique. Déjà qu'on essaie de faire comme on peut et... Pour la culture philosophique. Pour la culture philosophique, alors la culture artistique, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, je suis en train de dire le contre-argument au sujet précédent. Mais je trouve, pour le coup, que c'est pas des références artistiques qu'on va attendre, c'est des références au sens large du terme. Oui. Et c'est-à-dire que, en fait, même si pour moi ça sera de l'art, on va pas discuter de l'adjectif artistique. Alors que pour l'autre, on va discuter de l'adjectif artistique. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Donc il y aura moins de débat, je trouve. Et en tout cas, c'est un sujet qui appelle à toutes les grandes références classiques. Donc je pense qu'en elle, à un moment, tu vois Rousseau, tu vois Arendt, tu vois Lévi-Strauss. Pour les trois. Bon, moi, clairement, j'ai un cours qui est complètement orienté vers ça. En plus, du coup, moi, je suis assez content. Une culture des cultures avec la question du relativisme, la question du progrès. L'ethnocentrisme aussi, du l'ethnocentrisme. Moi, mes élèves, en tout cas, je suis super content. Ils avaient tout pour le traiter, mais bien sûr, ils vont pas prendre ce sujet-là. Je le connais. C'est comme là, 2 ans, le sujet, le texte, c'était un texte qu'on a travaillé dans l'œuvre obligatoire. Bien sûr, il y en a 4 qui l'ont pris. Petit coup de gueule là. Voilà. Non mais voilà, mais ça me fait rire quoi. C'est toujours très surprenant. Enfin nous en tant que prof, on est toujours très surpris des sujets que prennent nos élèves quoi. Ouais, de la même manière, moi j'avais donné autrui me permet-il de devenir plus humain. Donc tu te dis, voilà, enfin il y a peu de personnes qui se sont souvenues que c'est vrai qu'il y a quelques proximités avec. Alors que à la base, c'est une question de très classique, la question de l'humanité, au sens large du terme. C'est un beau sujet. C'est un très beau sujet. Moi, je lui mets ma petite étoile, hein, c'est mon petit préféré. Au passage, un exemple qui aurait pu être d'actualité sur la question qui est un peu à la mode du transhumanisme, mais ça pouvait être extrêmement intéressant de... J'y avais pas pensé, mais effectivement, mais trop bien. Trop bien, justement, toute la question de l'humain augmenté et tout, effectivement. La déshumanisation. Super. Oui, vraiment. Mais de toute façon, c'est un sujet qui appelle à s'interroger sur ce que c'est que l'humain. Bon, en tout cas, j'espère que les élèves l'ont pris en masse celui-là, parce que franchement, c'est un sujet sur lequel le correcteur peut se faire plaisir. Et que je pense que même une disserte un peu moyenne peut faire des trucs intéressants. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est un sujet. Il faut vraiment le vouloir, je pense, pour faire un truc plat et insipide. Alors, sujet 2, donc, sujet classique.
aussi. Classique, mais empreint d'une certaine forme de mélancolie, je trouve. Mais c'est un peu dans l'air du temps aussi. Hein. Un peu, ouais, bien sûr. Peut-on renoncer à la vérité, sujet 2. Ouais. Il est bien, il est très bien aussi. Ouais. Hyper intéressant parce que ça pose la question finalement pourquoi on renoncerait à la vérité et puis ça pose plein de questions logiques parce que si on renonce à la vérité c'est bien parce que soit elle nous gêne ou elle nous dérange et si elle nous gêne et qu'elle nous dérange c'est qu'on la connaît finalement donc est-ce qu'on peut y renoncer? Ouais, non mais complètement. Oui, non, alors là c'est un sujet qui est un peu plus difficile. Oui, ça, clairement, au niveau de la difficulté, pour être totalement honnête, on a parlé de la difficulté des ES, là, c'est pas un sujet facile. Oui, mais ils ont les deux autres derrière. Oui, donc voilà, complètement, on est d'accord, on est totalement d'accord. Mais moi, je trouve que c'est un cours intéressant parce qu'il va être transversal. C'est un cours qui est vraiment transversal, comme l'autre en fait. Donc moi, je suis super content parce que cours sur la culture, cours sur la vérité, mais il faut avoir appris ces autres cours pour le traiter convenablement. Ouais. Comme souvent, de toute façon, c'est pas on fait pas des cours comme si c'était des... Oui, enfin, je trouve que par rapport aux autres sujets où tu peux avoir appris ton cours sur la vérité et pas avoir appris tes autres cours et t'en sortir, quoi. Là, t'es obligé de... Là, ça paraît plus difficile. Là, par exemple, j'adorerais qu'un élève lie la question de la vérité à la question du langage, en remarquant que le langage est inapte à poser la vérité et que du coup, on renoncerait devant l'équivocité du langage. C'est super, quoi. Ça, par exemple. La question du scientifique qui est dans la croyance qu'on peut atteindre et que si tu renonces, en fait, tu peux plus avancer parce que tu te dis, à quoi bon? Le scepticisme, à l'inverse, voilà, tu peux réutiliser tes connaissances en scepticisme. La question du dogmatisme aussi. Tu peux parler de religion, tu peux parler d'histoire. D'histoire, très bien, ouais. Tu peux... la question du rapport moral à la vérité, très beau. Là, il y a vraiment tout un truc à faire dessus. Dois-je préférer la vérité dans mes relations à autrui ou pas? La question du mal, enfin, super large, mais difficile. Et puis il y aurait même éventuellement un axe politique. Oui, voilà, on est d'accord, l'idéologie. Bien sûr. Le niveau des L est excellent. Pardon, c'était gratuit. C'est une private joke. Mais voilà, non, je veux pas dire que les L sont nuls, hein, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est autre chose. D'ailleurs, on sait très bien que l'élite, c'est le diminutif de l'élittéraire. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que dans ce sujet où il y avait une très grande liberté en fait pour axer le sujet. Peut-être ce qu'on peut craindre, j'en sais rien parce que voilà, mais peut-être on peut craindre les devoirs qui auront été juste dans les exemples. Je croyais que mon copain était ceci ou cela. C'est ça que j'ai peur en fait. Moi, ce que j'ai peur, c'est des amalgames, des mauvaises utilisations. Par exemple, Galilée versus l'Église. Oui, voilà, des trucs. Je suis amoureux de ma copine, mais je l'ai trompée. Du coup, est-ce que je dois renoncer à lui dire la vérité? Il va y avoir une confusion entre dire la vérité et ce qu'est la vérité. C'est ça, et c'est encore une fois. Le même exemple peut être traité finement. Oui, tout à fait, parce qu'après on peut partir, chez Rousseau, dans la Nouvelle Héloïse, je préfère vivre dans l'illusion que dans la réalité. J'adore ce texte. Pourquoi pas Mais voilà, je trouve plus difficile à mobiliser ses connaissances, à les organiser et à problématiser, à axer vraiment, à faire une problématique cohérente qui tienne le coup sur 2-3 parties. 3 parties de préférence, mais on peut le faire 2, il n'y a rien. Non, mais c'est vrai, et les deux. On fait peut-être un petit aparté sur le nombre de parties, parce que je trouve que ce serait intéressant quand même pour les gens qui écoutent, que ce soit des bacheliers ou des futurs bacheliers, etc. On n'attend pas un certain nombre de parties dans une dissertation. Chacun a ses préférences méthodologiques, mais on ne va pas privilégier une méthodologie. On ne sanctionne pas des élèves parce qu'ils n'ont pas la même méthodologie que l'enseignant qui corrige. Tout à fait. Après, on peut donner des conseils de méthodologie à nos élèves. Par exemple, moi je leur conseille de viser toujours les 3 parties. De manière tout simplement à éviter l'opposition stérile thèse antithèse. C'est surtout ça, je pense, qui rend à la limite les 3 parties commodes, on va dire. Pour en imaginer 4, hein. Tout à fait. Oui, bien sûr. Pour ne pas en rester à un, peut-être ben oui, peut-être ben non. Je pense que c'est surtout ça. Mais après, comme on nous le rappelle à chaque fois c'est-à-dire chaque année, qu'on corrige le bac, on cesse d'être professeur pour être correcteur. Ça veut dire que du coup, on a
on n'attend pas un modèle. On n'attend pas des connaissances précises. On n'attend pas des connaissances spécifiques au sujet. Il n'y a pas de passage obligé, et donc ça veut dire qu'on doit être. Ça veut pas renoncer à toute exigence, mais par contre renoncer à toute exigence personnelle, qui serait de l'ordre du goût. Ouais. C'est-à-dire que pas être dans un psychologisme j'aime pas. Genre je préfère 3 parties à 2 ou à 4. Je préfère un plan dialectique qu'un plan, je sais plus comment on l'appelle, le plan analytique, c'est ça? Oui, je crois le plan platonicien où voilà, on approfondit, qui est un plan intéressant. Très intéressant. Moi j'aimerais bien m'y pencher un peu plus parce que moi je suis un peu ancré dans le. Mais après j'aime bien une question. Première solution, la première solution elle est insuffisante, du coup j'en propose une deuxième. Ouais, c'est pas un oui non peut-être, c'est une première proposition, une proposition alternative qui va se nourrir des insuffisances de la deuxième et du coup va se retrouver dans une forme d'opposition mais pas une opposition forcément frontale, et troisième je tranche dedans quoi. Oui, la bonne astuce, je trouve qu'on connaît tous, qu'on donne tous à nos élèves, c'est est-ce que vous pourriez inverser votre première et votre deuxième partie? Si vous pouvez les inverser, alors c'est que votre plan il est à revoir. Parce qu'il faut que la deuxième partie elle arrive logiquement après la première. Ce qui est le rôle d'ailleurs théoriquement, et c'est pas que ce soit, mais des transitions, c'est d'ailleurs des trucs qui est présent alors qu'il n'y a même pas le terme. C'est des collègues qui le faisaient remarquer. Il n'y a même pas, par exemple, la nécessité officiellement dans les textes réglementaires qu'il y ait une introduction. La question s'était posée. Il faut que le propos soit introduit. Mais en revanche, il y a le terme, il faut qu'il y ait des transitions. Donc c'est assez étonnant. Alors l'introduction, c'est ce que tu demandes de base à un élève. Par contre, la transition, tu te bats toute l'année pour qu'il fasse des transitions, quoi. C'est ça. Et tu leur expliques que c'est le truc fondamental, mais que en fait ils le résument à une ligne, ils n'ont pas compris. Souvent ils comprennent pas. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est leur âge et c'est peut-être je vais pas faire un psychologisme, etc. Mais c'est nécessaire. C'est comme si t'avais, c'est comme si tu prenais le Seigneur des Anneaux, bataille et rien n'entre. Voilà. C'est-à-dire que t'as aucun enjeu. T'as rien qui vient articuler les trucs, t'as rien qui vient rappeler les enjeux au fur et à mesure, du coup t'as ça et c'est juste à poser. Et je pense que c'est pour ça, enfin je veux pas défendre les textes officiels parce qu'on sait aussi qu'il y a des limites, mais je pense que c'est aussi pour ça que à la limite il y a très peu d'élèves qui feront pas d'introduction, et que c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce mot de transition tel quel, pour dire voilà, il faut pas que ce soit simplement une juxtaposition de propos. Oui. D'ailleurs moi j'avais un enseignant qui nous disait qu'une dissertation c'était censé être une très longue transition. C'est-à-dire que ça coule comme un fleuve, comme le fleuve d'Héraclite. Mais moi, j'ai eu une copie où il n'y avait pas de partie, ça a été 6 paragraphes enchaînés les uns à travers les autres, sans transition, rien. Voilà, et là on se pose la question, comment je corrige ça? Moi je suis désolé, c'est pas une dissertation. C'est pas une vraie dissertation méthodologique telle qu'on l'attend par un élève qui passe le baccalauréat. Tout à fait, de même qu'on n'attend pas d'un élève qui nous fasse un devoir sous forme dialoguée, par exemple, quand bien même ce serait la forme de beaucoup de textes de Platon. Voilà, non mais ça peut être brillant et tout, mais sauf que c'est un exercice, c'est un examen, faut être rigoureux. C'est une question aussi de crédibilité de notre matière, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir notre matière en matière examen national et grande matière universelle, tout ça, mes couilles, pardon, je suis un peu vulgaire, si on n'a pas un minimum de crédibilité dans les exigences d'un examen national. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas... L'année, on peut se faire plaisir. Oui, rien n'interdit d'ailleurs de donner d'autres types d'exercices après tout que les deux qui sont là. Mais sur un examen où c'est pas nous qui corrigeons nos élèves, il faut quand même avoir de la rigueur. Parce qu'il y a tout simplement aussi une question de justice dans l'évaluation. Voilà, le principe de l'équité de la correction. Oui, s'il y avait une trop grande variété de formes de réalisation, de réflexion de la part des élèves, ce serait impossible à évaluer de manière égalitaire. Voilà, faut qu'il y ait une égalité du traitement des élèves et une équité du point de vue des notes. Tout à fait. Voilà, et ça, faut qu'il y ait un cadre. Et ça sert à rien, on va dire qu'on va encore taper, mais balancer la liberté pédagogique à tout va sous prétexte que... voilà, c'est une liberté encadrée, voilà, on fait pas n'importe quoi. Mais après, je suppose que la plupart des collègues ne font pas n'importe quoi, d'ailleurs. Bien évidemment, mais c'est aussi pour dire que voilà, c'est parce que ça peut être cette liberté, parce que c'est un peu dommage que parfois on la mette trop en avant, parce que le problème c'est que ça peut nous être renvoyé comme un boomerang en disant ouais mais du coup ça dépend de chaque prof quoi. Au niveau de l'évaluation, il faut bien distinguer le cours, l'année, même les attentes sur tel ou tel truc de l'année, et puis l'examen auquel on les prépare et auquel et qu'on corrige tous
théoriquement en tout cas, mais majoritairement de la même manière. Ouais, mais on l'a tous eu ah mais ça avec Monsieur Machin on l'a pas vu, ou ça avec Monsieur Machin on l'a pas vu. Il n'y a pas d'exigence du point de vue des auteurs qu'on traite. Bon, je pense que tous les trois on traite des auteurs différents, chacun nos marottes. Hein. Genre par exemple, elle va faire des phénoménologies, avec la phénoménologie juive et du Kierkegaard, et toi tes marottes, j'arrive pas à les identifier clairement. Beaucoup Bergson, mais ça évolue, mais beaucoup ouais, Bergson. Mais voilà, moi aussi Bergson, voilà, on a chacun nos petites marottes. Moi, Bergson, je crois ne pas en avoir parlé de toute l'année. Voilà. Mais nous on a nos petites marottes, voilà, chacun ses petites marottes et tout, et c'est normal de privilégier ses auteurs. Moi c'est Rousseau, Arendt, au point où les élèves, encore elle, tout ça. Voilà, mais on n'a pas d'exigence par rapport à ça. Par contre, un examen, on exige qu'il y ait des connaissances à un moment. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas le truc de la question de la référence. Est-ce qu'il y a une référence? Si le mec il arrive à citer un auteur dans une copie de philo, j'ai pas envie d'applaudir. Non, mais non, et puis en plus, c'est pas parce qu'il cite un auteur qu'il le fait bien et qu'il le fait à propos. C'est ça. Voilà. Enfin... Et c'est la philosophie, l'épreuve philosophie, c'est pas une compilation de citations. Voilà. Mais non, il faut penser. L'élève qui pense bien, même s'il ne cite pas de référence, il pense bien. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait caca qu'il faut l'applaudir, quoi. Pardon, je suis un peu vulgaire, on comprend peut-être. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'art contemporain. Ça dépend, Manzoni. Hein. Ah mais oui. Artiste shit. Ouais, pardon. Bon, on finit sur le texte. C'est le texte, oui. Alors le texte, parce que là on s'est un peu perdu, mais Schopenhauer, on est content. On est content. On l'aime bien, je crois, tous les trois ce texte. Ouais. Il est cool. Il est très chouette. C'est une manière très originale et très plaisante de traiter la notion de morale, en fait. Hein. Tout à fait. Son lien au désir, son lien à beaucoup de choses en fait qui constituent aussi une sorte d'expérience humaine. C'est-à-dire qu'un élève aussi qui a vécu un certain nombre de choses peut retrouver une petite ironie, une petite réflexion, et ça sera pas inintéressant aussi de retrouver un texte très incarné finalement. Ouais. Alors ce qu'on disait avec Maël avant que tu arrives, c'est que nous notre peur c'est que les élèves l'identifient forcément et qu'à l'inconscient. Oui. Alors que tu peux le traiter. Oui. Moi je le trouve très bien pour traiter la question de l'inconscient. En plus on sait qu'il y a tout un truc de l'inconscient chez Nietzsche avec la volonté, la volonté désirante, etc. Enfin, il y a tout un truc, mais il faudrait pas calquer du Freud. Voilà, moi ce que j'ai peur c'est du calcage de Freud bête et méchant. Mais sinon, effectivement, on peut le traiter avec la morale, avec le désir, etc. Et surtout, voilà, c'est un texte qui est bien écrit, et qui est agréable à lire, et que même si t'as fait qu'un an de philosophie, il est agréable. Et même, il y a cette blague absolument atroce, qui est génialissime. Le fait que je puisse me réjouir inconsciemment, sans que je m'en rende compte, de la mort d'un proche pour l'héritage. C'est du Schopenhauer tout craché, quoi. Schopenhauer, c'est du Maupassant, c'est hyper 19ème. Tu sens la mort du caniche, la femme de ménage poussée dans les escaliers, la misanthropie de Schopenhauer qui est parfaitement là et qui est incarnée, quoi. Et puis, parce qu'il y a un côté très philosophe du soupçon. En fait. Ah oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière les actions humaines et les belles intentions, et voilà, c'est... Et cette idée finalement qu'on voit, je pense qu'à un moment ou à un autre, si on voit tel ou tel texte de Schopenhauer dans l'année, on retrouve cet esprit très souvent dans ces textes à lui, et c'est vrai que ceux qui le découvriront le jour du bac, ça m'étonnerait pas que sensibles. Ils se diront c'était qui lui, et quand ils verront sa vie ils seront pas déçus en plus. Et puis enfin si t'as traité Schopenhauer à un moment dans l'année, les élèves ils s'en souviennent souvent. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi c'est j'avoue, j'ai accepté quelques-uns des élèves qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux, et j'ai vu une story avec Choupi c'est Choupi ou un truc comme ça. J'ai trouvé ça très drôle, et je me dis que c'était devenu, alors que j'ai peut-être fait 2 textes, mais c'était devenu un personnage un peu, et le texte était pas du tout décevant par rapport au personnage qu'ils avaient entrevu. Je trouve que ça fait il fait un peu partie de ces auteurs un peu punk du programme. C'est ça, c'est un auteur punk, mais un peu comme Nietzsche. Mais Schopenhauer, c'est tellement radical, c'est tellement truculent sa vie. Enfin, c'est drôle. Enfin, toutes les anecdotes qu'on a sur lui, c'est absolument extraordinaire. Le moment où il est sur son balcon en train de dénoncer aux miliciens les rebelles qui sont en train de fuir par la rue.
où le côté je mets mes cours en même temps que Hegel parce que je déteste Hegel et que en fait les 5 mecs qui viennent ils savent pas parler grec alors que c'est un cours de grec et que en fait Hegel fait en fil plein. Il y a plein de trucs à raconter. Et du coup cette rivalité qui est... voilà, qui est complètement stupide. En fait Hegel n'avait absolument rien à battre quoi. Oui, et puis en plus moi ce que je trouve intéressant avec ce texte c'est que les élèves qui auront eu l'impératif catégorique kantien pendant l'année, ils pourront voir quand même le coup de pied au derrière que Schopenhauer met à Papy Kant, qui est quand même hyper... Et qui est pourtant c'est modèle du point de vue de la connaissance quand même. C'est-à-dire que moi, l'une de mes manières que j'ai compris les Kant, au niveau de la théorie de la connaissance, c'est en lisant Schopenhauer quand même. Ça m'a donné des pistes pour le mieux comprendre. Donc voilà, il y a... Enfin si, avec justement avec les catégories a priori, il reprend... Oui, mais moi je dirais justement que c'est en connaissant Kant que j'ai pu comprendre Schopenhauer. Ouais, tu vois, c'est marrant. Non mais c'est marrant. Mais en tout cas, voilà, et en plus c'est un texte sur la liberté aussi finalement. Sur la liberté et la volonté, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui motive ma volonté, quoi. Ouais, et même des élèves, j'y pense en même temps, mais qui auront lu, je sais pas, par exemple, l'appendice du livre 1 de l'éthique sur la question de la... Voilà, qu'est-ce qui me détermine à désirer, quelles sont les causes qui... Rien que ça, déjà, ça pouvait être une très bonne manière de... Donc, quand même, je veux dire... que ce soit par l'axe du désir, l'axe de la morale, l'axe de la liberté, il y a quand même beaucoup de manières de rentrer dans le texte et pas de piège. Et un texte à la fois plaisant et rigoureux du point de vue conceptuel quand même. C'est le genre de texte qui est plaisant parce qu'on a l'impression que l'auteur est dans l'ordre de la confidence. Moi ça me fait penser à la lettre à Chanu de Descartes dans laquelle il explique qu'il tombait amoureux de toutes les petites filles louches et qu'il s'est rendu compte plus tard que... On précise pour les auditeurs que c'était quand il était petit. Quand il était petit, voilà, Descartes n'était pas... Ça pourrait être mal pris, ça pourrait entretenir la réputation... Et puis louche c'est qui a un strabisme. Hein. Oui, voilà, oui c'est ça aussi. Et que c'était la première petite fille dont il était tombé amoureux, qui louchait, que ça avait laissé des traces en sa mémoire, mais qu'il ignorait que c'était à cause de ça et tout. Et c'est des textes qui sont hyper sympathiques, quoi, parce qu'on entre, dans la vie personnelle de l'auteur, quelque part. Ouais, complètement. Et ce texte me fait penser à un collègue qui avait donné quelques cours en fac que j'avais eu et qui avait dit si Descartes, si Freud n'avait eu que des patients comme Descartes, il n'aurait pas fait fortune. Voilà, j'avais bien aimé cette petite remarque. Là, quand tu lis traiter des passions, c'est bien de traiter des passions, mais c'est moins punk, c'est moins coup de pied dans le derrière de ton confort de vie intellectuelle. Quoi. Les esprits animaux, ils sont sages. Ils sont très très sages. Alors que là, quand même, quand tu lis ça, moi je lis ça à sa place. Tel est le cas d'un mort d'un proche parent dont nous héritons. La phrase est géniale. Avec ce côté du mystère de l'action, de qu'est-ce qui nous motive. Enfin, c'est un très beau texte que je trouve qui est facile quand même, d'abord pour les élèves. Enfin, facile, en tout cas qui peut amener une certaine complexité d'analyse en s'appuyant sur les références, sur le cours, etc. Mais qui n'est pas, il n'a pas de difficulté particulière en dehors d'être un texte de philo, quoi. C'est ça. Contrairement au texte d'avant. Et puis contrairement à certains textes qui, en fait, paraissent très très simples à la première lecture et qui dissimulent leur complexité. Là, c'est un texte qui est en même temps facile à comprendre, mais dont on voit assez aisément la complexité assez rapidement. Et où seront valorisées les copies qui, justement, auront été très attentifs à l'analyse et à une certaine finesse qui vient aussi malgré tout récompenser ceux qui sont vraiment investis 8 heures par semaine toute une année et qui se sont familiarisés avec aussi différentes manières d'argumenter et qui auront été sans doute sensibles à la subtilité de Schopenhauer. En tout cas, bravo pour ce texte-là. Enfin, moi, j'aimerais bien en avoir des plus comme ça. Même on sait qu'à l'année, quand on choisit un texte pour une explication de texte, c'est pas simple. Non, c'est pas. À chaque fois, on fait les annales de bac parce que c'est quand même difficile de prendre un texte, de le découper, de décider, je vais faire une explication de texte sur ça. Ouais, complètement. Voilà, on critique le texte d'avant, mais on reconnaît que c'est super dur à choisir un texte. Bon, après, quand même, t'as l'habitude de faire des sujets, ou en tout cas, t'es plusieurs, etc. À un moment où, pour le sujet DES, ils auraient pu se dire peut-être que là, on est en train de déconner, d'exagérer un peu. Mais là, le texte est super bien choisi, super bien découpé. C'est, en plus, ça fait partie des textes qui sont originaux cette année. Oui. Voilà. Oui. C'est autant il y a des années spécialement d'autres fois. À part une Montesquieu qui est très classique, mais pour les séries générales, on a eu des textes super originaux et super et quand même abordables.
Ouais, tout à fait. Donc bravo pour les deux sujets texte, hein, des DL et des DS, hein, super bien joué. Bon, les ES, hein, si On pense à vous. Ouais. On est navré. Non mais moi je pense que je suis un ES cette année, je passe mon bac de philo, mais je me pends quoi. Tu passes ça, c'est... Non, alors. Enfin, je me pends. Symboliquement, hein. Ouais, voilà, mais les sujets étaient durs, les 3 sujets ensemble, c'était une tannée, enfin, je suis désolé, j'ai une fixette sur ça, mais... Ouais, mais... C'est vrai. Voilà, mais pas facile, même pour des bons élèves, pas facile, hein, rien qu'à choisir. Mais là, sujet des DL équilibré, avec un sujet classique qui amène à vachement de réflexion, de référence, etc. Un sujet un peu plus complexe, mais qui demande une certaine maîtrise du cours. Et de l'année, finalement. Et de l'année, alors que l'autre nécessite, mais tu peux avoir plus d'inventivité, je pense. Il y a un très beau texte, du coup, un bon résultat. Ouais, franchement. Voilà. Bon, est-ce on dit un petit mot final pour ça Non, mais c'était vachement agréable d'en parler. On a un peu fait notre psychanalyse de groupe. Ouais. Non, mais en tout cas, on espère que ceux qui écouteront ça va leur donner... Sommeil. Non, pardon. Ça les a intéressés déjà, parce que... Mais souvent, quand on est prof de philo, on nous demande toujours qu'est-ce que tu as pensé des sujets. Bah là, au moins, il y a 3 profs de philo qui en discutent, et puis voilà. Donc voilà, c'est acté, et que, mine de rien, en tout cas pour nous, c'était super bien. Enfin, moi, j'ai vachement aimé, et j'espère que ceux qui écoutent, là, tout de suite maintenant, ça vous a... Oui, bon courage pour la suite du bac, parce que c'est pas fini quand même. Oui, c'est ça. Alors, si vous êtes bachelier, on vous souhaite tous bon courage. Si vous êtes dans nos élèves, bon courage. x2. x2. Voilà. Et si vous êtes futur bachelier, ben, j'espère que ça peut vous aider à... Parce que ça, c'est le genre de truc que j'ai envie de les passer à mes L l'année prochaine, voilà, ou à nos élèves, en tout cas de S et de L, de S, de série techno, pour qu'ils voient que, voilà, un sujet de bac, c'est pas un truc mystérieux, c'est pas... Non, puis il y a aussi c'est pour ça que l'idée de l'unboxing était très drôle, était très adapté, je veux dire. Il y a aussi des sujets décevants, hein, pour nous aussi, et surprenants, et puis, mais ça, je l'avais pas vu comme ça, ça c'est chouette. Alors le problème, c'est que comme nous on surveille, il y a Enthoven qui nous passe à chaque fois devant, mais... Bah oui. Mais c'est aussi passé derrière. On devrait le faire surveiller. Sur quoi ? On devrait le faire surveiller, Enthoven. Bah oui, non, mais lui... Non, pardon, mais on va faire du bashing Enthoven gratuit. Non. Alors que, en plus, enfin, quand même, il fait partie des mecs qui ont contribué à populariser la philo, il y a quand même, Enfin, moi, j'ai beaucoup de trucs à lui reprocher, mais au moins, ça a permis qu'il y ait des chemins de philosophie, et qu'il y a Adèle Van Red qui est super bien, etc. Sauf que, voilà, quand il prend son micro pour faire le kéké sur Europe 1, sur... nous, on montre qu'on peut faire la même chose. Sauf que nous, on a des élèves. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On n'a pas balancé Esthésia, nous. Non. On s'est retenu. J'ai failli. On n'a pas balancé de mots grecs. Hein. on était... même Maël n'en a pas sorti. Non, mais on J'ai a... failli dire Todainotaton pour le monstre dans Sophocle, mais bon, je me suis retenu. Oula, alors là, ça y est, là, on est passé au masque et la plume. Bon, bah en tout cas, merci à vous, hein, on se refera ça. Bah Maël, on pourra pas refaire ça l'année prochaine. Non, c'est triste. Par Skype. Ou alors par Skype, ouais. On l'a envoyé spécial. Voilà, mais on fera un débriefing spécial des sujets d'Amérique du Nord. Bah oui, hein. Ça peut être super intéressant. Ça peut être super intéressant, ouais. Et Pierre, l'année prochaine, on se refait ça. On se refait ça. On a plein de trucs, peut-être l'année prochaine qu'on fera. On peut faire plein de trucs. Voilà, exactement. Regarde, on peut faire plein de choses, on est bien. Bon, bah merci en tout cas pour les gens qui nous ont écoutés. On vous dit au revoir et à la prochaine, au prochain baccalauréat. Et bon courage pour ceux qui le passent ou ceux qui le passeront. Ceux qui l'ont passé, bravo. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Clap de fin. Là, j'éteins.